Et bonsoir, nous sommes le 26 octobre à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré l'enthousiasme débordant dont mes abonnés ont fait preuve à l'annonce de mes invités. Et je les comprends aisément, mais buvez un peu d'eau quand même. Et j'ai détesté, outre l'inertie collective à des massacres, devoir me reposer. Tout ça parce que l'on m'a dit surmener. En même temps, je me souviens quand même des conseils d'une de mes grand-mères à l'automne passé qui m'avait dit, je cite, que personne sur sa tombe n'a d'épitaphe disant « Bravo, elle a couru partout ». J'ai découvert en y allant qu'actuellement le Parlement européen essayait tant bien que mal de faire passer des directives pour améliorer la condition des femmes, pour que tous les pays reconnaissent enfin le revenge porn et criminalisent le viol, ce qui semble assez logique. Mais au Conseil de l'Union européenne, qui rassemble tous les chefs d'État et ministres selon les thématiques, certains pays s'y sont opposés, dont la France, ce qui est quand même étonnant en plein deuxième quinquennat pour les droits des femmes. Mais enfin, voilà, je vais arrêter ici le petit cours de droit international et j'ai écouté en boucle ABBA parce que je trouve toujours dans mes playlists le réconfort pour mettre des gouttes de soleil dans les ciels les plus gris. Et je vous jure qu'arpenter les rues en écoutant Lay Your Love on Me, cet instru, désolé, mais cet instru, voilà, se raccommoder le cœur avec de la hauteur sur The Winner Takes It All, ou l'excellente reprise en français Bravo, tu as gagné de Clara Luciani, ou se parer pour sortir avec Dancing Queen en fond sonore peut faire vraiment la différence. De toute façon, je suis en train de vous préparer des playlists pour vous permettre de passer l'hiver le moral bien au chaud, bonheur chevillé aux oreilles et à la peau. Et la peau, justement, on va en parler ce soir. Mon autre grand-mère se désespère toujours de ce que j'ai fait de la mienne. Pourquoi ? Je l'ai ornée, donc toujours selon ses mots, et je vous passe l'accent du Sud, de graffiti. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Quelles bonnes raisons peuvent pousser un être humain à se graver la peau à jamais ? J'ai plein d'éléments de réponse, mais ce n'est pas mon tunnel. Alors ce soir, pour parler des tatouages, de pourquoi et comment fleurissent les premiers au détour d'un poignet, des regards autour, de comment ça peut cliver ou au contraire intégrer, et des si on est bien sûr qu'on ne va pas regretter, mais aussi du rapport à l'identité, au groupe et au corps. En tant qu'artiste, en tant qu'être humain, je me suis formidablement entourée de belles personnes solidement tatouées. Ce soir, je suis entourée de Morgane Hortin. Morgane, tu es archiviste de l'amour en tout premier lieu. Qu'est-ce que ça signifie être archiviste de l'amour, Morgane ? Alors déjà, c'est hyper émouvant pour moi d'être sur ce plateau avec toi. C'est ton émission, quoi. C'est trop émouvant. Je suis trop heureuse et admirative. Donc déjà, bravo. Trop heureuse qu'on partage le plateau toutes et tous ensemble ce soir. Et être une archiviste de l'amour, c'est mon métier, du coup. C'est assez marrant de se dire que j'ai concocté un métier pile poil à ma taille. Concrètement, ça veut dire passer des journées à recevoir des centaines de messages écrits en français partout au travers du monde et les classer dans plein de dossiers que j'archive. Donc, il y a des messages courts et mignons, des sextos, des ruptures, des déclarations. Et de manière plus métaphorique, c'est comment lutter contre l'anxiété d'une mélancolique qui n'arrive pas à se soigner. Et c'est comme ça que tu as lancé la page Amour solitaire qui rend, même aux SMS, en fait, leur lettre de noblesse dans tout ce que ça peut représenter en termes de correspondance de l'amour. Et tu publies ainsi ton premier bouquin, Amour solitaire, fin 2018, qui vient continuer à écrire l'histoire de ta page, en fait, avec un tome 2 en 2019. Tu sors un livre sur le secret en 2021, un carnet de lettres intimes à compléter en 2022, un recueil de poésie, La chambre sans mur, début 2023, dont j'ai eu l'honneur de partager avec toi la sortie au cours d'une discussion publique qui nous avait beaucoup émus. Et tu reviens avec à nouveau un carnet consacré aux larmes, dont tu vas nous parler par après. Nous sommes aussi avec Maxence Danet-Fauvel. Maxence, tu commences une carrière de mannequin en 2015 avant d'incarner en 2018 Elliot dans Scam. Un rôle marquant qui te permet de soulever dans cette série et pour la jeunesse, des thématiques telles que l'homosexualité ou la santé mentale. Toi qui, je pense, a joué un rôle qui a fait beaucoup de bien justement à des adolescents qui étaient en questionnement, qui t'a d'ailleurs valu de parrainer la Pride de Paris en 2019. Est-ce que tu as réalisé à ce moment-là l'importance en fait de ce que tu jouais ? Alors au moment de le jouer, pas du tout.
Pas du tout. Je pense que personne s'y attendait, ni mon partenaire de jeu, Axel Orion, ni David Oreg, le réalisateur. On avait envie de raconter une histoire vraie. On avait envie de raconter l'histoire de ces deux garçons au lycée qui tombent amoureux. On n'imaginait pas du tout l'impact que ça allait avoir, je pense. On s'en est ravis quand la série est sortie et qu'on a vu justement toute cette jeunesse se prendre d'amour pour l'histoire qu'on racontait et surtout pour les thématiques abordées à travers la saison 3 du coup de Scam France. Mais j'avoue que non, quand on le jouait, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a réussi à marquer ces jeunes, c'est que quand on le jouait, on était complètement immergés dedans et on se posait pas la question de l'après, on se posait pas la question de ce que ça allait donner, de si ça allait toucher les gens. On voulait juste essayer de transcrire quelque chose de vrai, quoi. Et depuis, tu enchaînes des rôles assez divers, comme dans la série Les Combattantes en 2022, et d'autres rôles qui vont venir, puis tu ne te limites pas. Et tu commences à t'intéresser de près au dessin, puis au tatouage, qui t'a passé de l'autre côté de l'aiguille. Oui. Donc voilà. Merci d'être là. Merci. Et notre table accueille également Janie. Janie, du coup, Janie, une chanteuse à la vibe très années 70, les tatous en plus, du coup, on va y revenir. Bercée par la chanson française des décennies passées qui viennent empreindre ton œuvre. Janie, tu sors en 2020 ton premier EP, Petite Blonde, qui comporte le merveilleux titre Discothèque, ode au début frémissant des amours, mais aussi des titres profonds sur des sujets comme le deuil et l'anorexie. Ton premier album, Toujours des fleurs, dont tu nous chanteras un extrait en fin d'émission, paraît en 2021, et tu as sorti au printemps dernier l'album Karaoké Vie, hommage à toutes ces chansons que l'on fredonne depuis si longtemps. Janie, pourquoi avoir pris le parti de donner des lettres de noblesse aux chansons populaires, dans un monde qui snobe quand même très souvent tout ce qui n'est pas ultra neuf et branché? Tout simplement parce que c'est là d'où je viens. Pour la petite histoire, mes parents sont tombés amoureux dans le même orchestre. Mon papa jouait du tuba et ma maman chantait. Oh. Donc je crois que je pouvais pas passer à côté de la chanson populaire. J'ai vraiment été baignée dans les salles des fêtes des villages et avec toutes les chansons des années 70, 80 à chanter, à danser et donc à voir que c'était des chansons qui étaient... qui fédérait tout le monde et qui mélangeait toutes les générations. Et je crois que c'est ce qui me touche le plus dans la musique, c'est que c'est quand la chanson, elle est tellement universelle qu'elle touche aussi bien l'enfant que le parent, que le grand-parent, et que c'est un canal de communication et même si c'est pas forcément dit, juste quand je sais pas, un papa écoute la chanson avec son enfant, puisse ressentir les mêmes émotions. Et je crois que c'est ça pour moi la chanson populaire, et c'est pour ça que je l'aime tant, parce que c'est ce pourquoi je fais de la musique, quoi. Première question pour vous autour de la table, une question très très simple. À quel âge est-ce que vous avez fait votre premier tatouage ? Moi, j'avais, je pense, 20 ans, ou peut-être un peu moins. C'est un tatouage sur le bras à l'arrière que j'ai fait avec toutes mes meilleures copines et où on a écrit Babe. Montre le tatouage. Je sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent en vidéo, vous pouvez le faire sur le site Radio France. Oui, donc c'est filmé, c'était ça ma question. Regarde. Tu vois, pas le retour. Mais il est très mignon ce Babe. Ouais, ça aurait pu être bien pire au niveau calligraphie, il me semble. Quand même. Ouais, mais j'aime bien, il a un peu vieilli et tout maintenant. J'aime bien. Je vois bien. Toi, Janice, t'as quel âge le premier ? Moi, j'avais 16 ans et je me souviens, j'ai demandé j'avais une autorisation écrite de mes parents. Oui. Je suis allée avec mes grands demi-frères et sœurs et on voulait tous se faire le même tatouage, sauf que moi, j'avais pas l'âge. Donc, 16 ans. Et après... Ah ouais, mais encore c'est ça, parce qu'il y a souvent des histoires de gens qui sont allés à 15-16 ans à l'insu des parents. Non, ça va, j'avais quand même demandé, mais ouais, j'avais quand même 16 ans, ouais. Et tu souffles un peu, tu le regrettes ce tatouage ? On va en parler pendant 2 heures de toute façon. Non, en vrai, ça va, parce que c'est un tatouage que toute ma famille a, qui est une très, très originale, c'est une clé de sol, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça soulève des questions quand même, mais je suis très heureuse de l'avoir. Heureusement, je le vois pas trop, quoi. Il est où ? Il est là. C'est un peu indiscret. C'est le premier tatouage, fallait pas trop que ça se voit pour les parents, quoi. Donc, moi, j'avais commencé par le poignet, je peux te dire que je m'étais faite bien engueuler. Ah oui, d'accord. Okay. Et il est bien émo d'ailleurs. Il y a écrit Fated to Pretend. C'est la fin des paroles de la chanson de MGMT, Time to Pretend. Ah oui, ok. Et du coup, j'ai adoré cette musique à 13 ans, donc je m'étais dit, ok, dès que j'ai 18 ans, je me tatoue ça. Et à 18 ans, je me suis dit, est-ce que je devais honorer la promesse que j'avais faite au mois de 13 ans. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai ce condamné à faire semblant sur le poignet quand même, qui est un peu... Puis il a pas très bien fini.
Comme Mais, beaucoup de tatouages Souvent sur les les premiers, poignets. ouais. Mais il fait partie d'une histoire, quoi. Et toi, Maxence, premier tatouage? Et moi, tu parlais de tatouage émo. Moi, mon premier tatouage, c'était, il a été recouvert depuis. Il était D'accord. juste là. Et c'était le titre d'un album collaboratif entre Sparkle Horse et un rappeur qui s'appelle Sage Francis. Ok. Et c'était écrit Life avec le F entre parenthèses, parce que life is a lie, tu vois. Oh, putain. Waouh, très musique de ce côté Très quand musique. même. Mais, Enfin, même moi le aussi. même mais- level que le mien, en fait. Ouais, C'est, ouais. C'est ça. je suis différent, j'ai compris. C'est ça, j'avais 18 ans. Mais là, par contre, je trouve que pour le coup, ce genre de tatouage veut vraiment montrer l'espèce d'affirmation de soi. Ça y est, j'ai compris la vie, j'ai 18 ans, je suis grand. Enfin, et tu t'étais fait engueuler ou Alors, je l'avais pas dit. Ok. Et je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai été pris d'un élan d'honnêteté avec ma mère. Et je lui ai dit, en fait, je me suis fait tatouer. Et alors? Et alors, c'était passé. C'était passé. Je pense que c'était pas le sujet d'inquiétude numéro 1. Puis là, on n'était plus à ça près à l'époque. Mais ouais. Toi, Morgane, le premier tatouage, d'ailleurs, c'est bien passé ou auprès des autorités parentales? Oh oui, l'autorité parentale avait déjà bien lâché du lest, quoi. Non, Mais ça allait, j'avais 20 ans, tu Ah, vois, ça j'étais va. déjà partie de la maison depuis un moment. Et puis la pauvre, c'était un entraînement pour la suite, quoi. Est-ce que vous regrettez des tatouages dont vous êtes moins fiers que d'autres, hein, par exemple? Moi, non, honnêtement, je suis assez détachée, je crois. Pour moi, ça représente juste un moment et dans tous les cas, il a compté et je suis OK avec tous mes tatous. Je suis assez légère par rapport à ça. Ok. Maxence, je me tourne vers toi. Bon, du coup, tu l'as plus ou moins dit déjà, mais... Alors moi, ouais, en fait, il y a les deux premiers que j'ai faits. Je pense que j'avais pas encore... J'avais une recherche de symbolique. J'avais un truc très... que j'ai plus du tout maintenant. Et donc du coup, ouais, ces deux-là, oui, parce que c'était... En fait, je pense que j'avais très envie de me faire tatouer. J'avais très envie de découvrir ça et de m'autoriser ça, parce que quand j'étais mineur, moi, malheureusement, je n'avais pas le droit. Et donc du coup, voilà, les deux premiers coups de tête... regret, parce qu'en fait, après, j'ai commencé à plus réfléchir le truc comme... une esthétique et tout, on en parlera après, comme tu disais, mais donc du coup, voilà, ces deux premiers-là, ils faisaient un peu tâche là-dedans, donc j'en ai couvert un premier et je pense que je ferai recouvrir le deuxième. Et le deuxième, c'est quoi, du coup? C'était cette petite merveille sur le bras. Ah, Toi aussi. ok. Et toi, Janie, tatouage Bah, il y en a quand même pas mal que je regrette, mais je crois que celui que je regrette le plus, c'est une énorme fleur sur l'épaule, Ah oui, on le voit sur tes photos, sur Ouais. les communiqués de presse, ouais. qui est une rose. Et donc mon premier album s'appelle toujours des fleurs, j'adore les fleurs, mais le comble c'est que il y a une fleur que j'aime pas, c'est la rose. Et pourquoi tu... Mais je me pose la même question, mais je crois que j'étais pas majeure encore, enfin j'étais encore vraiment petite, je crois que j'ai dû le faire à 16 ans et demi, 17 ans, et j'aime que les roses du jardin et tout, enfin bref, on n'est pas ici pour parler des fleurs, mais vraiment je me dis, et j'ai l'impression que ça fait vraiment roqueuse quoi. Ouais, je vois, Et pendant des années, je mettais tout le temps des t-shirts là, je mettais jamais de bretelles parce que j'avais trop peur qu'on me qualifie comme une grosse roqueuse. Et je crois qu'au fond, je crois quand même que je suis un peu une roqueuse, mais Voilà. mais Ça s'exprime à travers ton épiderme, tu vois. ah ouais, bah là, ouais, ça s'exprime. Et surtout bien. qu'il est quand même assez gros, il est quand même assez ouais, gros, ouais. donc pour le recouvrir, ce serait, Non, bah non. ce serait technique. Non, je suis plus dans la phase l'enlever, mais bon, c'est. Mais ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs. Ouais. hein. Moi, je sais que j'ai carrément un tatouage où il y a une faute. Ah, j'adore. Je suis pas le couteau le plus tranchant du tiroir. Donc en fait, ici, il y a une allumette que j'ai dessinée comme si je savais dessiner. Et puis en dessous, il y a des paroles de Booba, de la chanson Boulby. Ok. À un Bidon moment... d'essence. Ouais, alors justement, en fait, à un moment, en référence à mes luttes assez effrénées dans la rue, tout ça et tout, enfin toutes les luttes féministes et autres que je ne vais pas citer parce que ça nous met en danger maintenant que l'extrême droite est aussi forte en France. Mais du coup, je voulais me faire un espèce de bidon d'essence parce que j'étais un petit peu quand même Rebelle, quoi. Ouais. un peu engagée, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais plutôt me faire une petite allumette, c'est plus mignon. Et au dernier moment, j'ai dit à ma tatoueuse, bah tiens, tu vas m'écrire en rouge, ouais mec, bidon d'essence allumé, qui est dans la chanson Boulby. Et en fait, quelques jours après, je pars en week-end avec des potes, puisqu'évidemment, il est très important de se faire tatouer juste avant l'été, hein, sinon c'est pas drôle. Et je mets une story d'une piscine, et puis je mets, ouais mec, bidon d'essence allumé.
Et tout le monde me répond, haha, trop drôle, c'est allumette par contre. Et j'étais là, ah ouais, trop marrant. Et en fait, comme j'avais 10 ans quand cette chanson est sortie, et ben dans ma tête, c'était ouais mec, attends, tu vois pas, ouais mec, bidon d'essence allumé, tu vois pas clair sur mon fusil allumé. Et évidemment que Booba n'avait pas utilisé 2 fois le même mot. En fait, c'était fusil à lunettes et c'était bidon d'essence allumette. Du coup, il y a une énorme faute, mais je l'aime encore plus. Ouais, Je le trouve encore plus bête et impulsif ce tatouage. Ouais. Et du coup, je l'aime d'autant plus. Je comprends parce que j'ai un tatouage comme ça. Je me suis trompée dans la traduction. Ah j'ai fait genre vraiment, en fait, j'étais sur la table de cuisine de ma grand-mère parce que, pour la petite histoire, ma demi-sœur était tatoueuse. Donc, elle s'est vraiment essayée sur nous. Donc, on se faisait des croquis sur la table de cuisine et on montait se les faire tatouer. Ce qui est très dangereux parce que du coup, ça explique toutes les... Voilà. Ouais. Et Ça fait faire des gribouillages, quoi. Il y en a beaucoup. Et j'ai fait Google Trad, un truc en latin, en plus, je faisais même pas... Enfin, je sais pas, genre vraiment, mais le truc nul, avec une phrase que je ne citerai pas, parce que personne ne sait ce que ça veut dire et je veux le garder pour moi. Bref, je me fais tatouer, on est content et tout. Et puis, mon amoureux de l'époque me dit, mais en fait, tu sais que ça veut rien dire ton truc. Je dis, vas-y, t'es chiant, je me fais tatouer, voilà, tu critiques et tout. Et en fait, au bout de la 3e personne qui me le dit, je vais vérifier quand même. Et effectivement, ça ne veut rien dire. C'est complètement, genre, c'est une phrase, c'est un camoulox le truc, quoi. Et donc, ça veut rien dire. Voilà. Mais attends, tu l'as tatoué en quelle langue ? Je croyais en latin. Non, je vais le montrer vite fait, parce que sinon, il y en a qui vont faire des pauses. Mais, d'accord, c'est en latin, donc. En fait, ouais, c'est pas accordé, c'est pas truc pour moi. Bon, il faut avoir quand même un niveau en latin pour s'en rendre compte. Ouais, il se trouvait que j'étais entourée de gens hyper forts. C'était chier. Voilà, donc je te comprends, Anna. Ouais, mais après, en vrai, moi, je les trouve super drôles, les tatouages. Parce que justement, t'as des anecdotes autour. Ça, c'est drôle. Un truc tout réussi, tout... ouais, tu vois. C'est pour ça, Maxence, plante-toi dans les tatouages comme ça. Oh, t'inquiète. T'en as aussi. J'ai des jambes bien cahiers de brouillon aussi. Ok, bon, ça va. Mais ils sont pas regrettables. Non, parce que maintenant, ils me font rire. Puis tu vois, ça fait des... Enfin, je sais pas, quand t'as des zones du corps, moi je vois par exemple mes bras, quand t'en as plein de petits, en fait, une fois que c'est fait, c'est fait. Enfin, tu peux en rajouter d'autres. Ça fait pas plus con et du coup, même si tu fais des bêtises au milieu, c'est limite d'autant plus drôle, quoi. Ouais. Donc voilà. Et on revient sur cette discussion. Je suis toujours avec mes invités, Janie, Morgane Hortin et Maxence Danet-Fauvel, sur toute la question du coup des tatouages, de pourquoi on s'en fait autant et qu'est-ce qu'on fout en fait. Et on va parler de la question de l'identité. Qu'est-ce que ça signifie en fait sur une personne et même en tant que groupe que d'être tatoué. Je voulais évoquer avec vous un peu cette question de la famille que l'on déçoit ou non, mais on en a déjà parlé du coup pendant la question du premier tatouage. Est-ce que vous avez l'impression aussi que les tatouages que vous avez et la façon dont vous êtes tatoué peuvent aussi marquer l'appartenance à un certain groupe, à un certain style de personne, etc. Parce que tous les tatouages ne se ressemblent pas au final. Alors, en fait, je sais pas du tout. Attends, tu peux répéter ta question? Excuse-moi, j'ai été perturbée. Est-ce que la façon, en fait, le type de tatouage que tu peux arborer, etc., est-ce que tu as l'impression que ça conditionne l'appartenance à un certain groupe, à un certain style de personne, etc. Parce que, par exemple, on le voit, avoir un espèce de brouhaha, de tatouage un peu brouillon, c'est pas la même chose qu'avoir une manchette, c'est pas la même chose non plus qu'avoir des tatouages politiques. Enfin, tu vois, il y a tout un... Ouais. Écoute, moi, je sais pas du tout parce que je pense qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont la même approche que moi, donc un truc assez détaché, pas du tout traditionnel, pas du tout dans la symbolique, dans la représentation, dans justement aussi le tatouage d'appartenance à un groupe, etc. Donc, j'avoue que non, j'ai pas l'entourage qu'il faut pour répondre à cette question. Morgane, est-ce que toi, ça te parle, cette question? Je le fais pas du tout d'une manière consciente, donc j'ai du mal à conscientiser ma réponse. Après, j'imagine que oui, bien sûr, c'est comme une manière de s'habiller, une manière de se maquiller. De toute façon, tout ce qu'on arbore fait qu'on appartient ou non à un groupe. Mais c'est pas du tout un choix conscient de ma part. Pour moi, c'est plus au-delà du fait de me sentir appartenir à une communauté ou à un groupe, c'est encore une fois mon obsession de la mémoire, je pense, qui parle. En introduction, tu me disais ce que c'était qu'être une archiviste de l'amour. Et pour moi, le tatou, c'est continuer le travail d'archivage, étant donné que le résultat presque m'importe peu, à part pour certaines pièces. Mais ce que j'aime, c'est me souvenir d'un moment. Et même si je sais qu'à un moment, il sera complètement dépassé, qu'il aura fané, il a existé quelque part. Bien sûr.
Donc voilà, c'est un peu la manière de graver. Mais justement, je trouve que ça rapproche d'une autre question que j'aimerais vous poser, c'est celle un peu du millefeuille en fait que l'on montre en fait sur nos peaux, et le fait que justement entre un tatouage qu'on a pu faire il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans et un tatouage que l'on fait maintenant, ce n'est plus finalement la même personne qui prend la décision de se faire tatouer, ce n'est pas les mêmes choses qu'on va se faire tatouer, et c'est assez intéressant aussi de pouvoir voir les évolutions de nos différentes identités au gré de nos tatouages. Janie, toi, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Mais je sais pas si tu t'es refait tatouer du coup. C'est ça le truc, c'est que oui, en fait, je me suis arrêtée. J'ai arrêté, genre vraiment. Janie a arrêté à 17 ans en fait. non, je crois que mon dernier tatouage devait avoir genre 22 ans, 21, 22 ans. Et, ah ouais. Ouais, et justement, il y a pas longtemps, je me suis posé la question, est-ce que j'aimerais me refaire tatouer? Parce que vraiment, dans ma famille, c'est nimp. Il y a une semaine, j'ai retrouvé ma mère, mes petits frères et sœurs et tout. Je les retrouve à Châtelet, ils sortaient de chez le tatoueur et s'étaient fait tatouer des lunes partout. Et vous êtes rock'n'roll dans la famille en fait. Ouais, de ouf. Ma mère elle est là, ouais, machin. Et moi je suis là, non. Tu sais, alors qu'avant j'étais là, ouais, déjà. Et maintenant c'est moi qui suis en mode, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et du coup, je me suis posé la question, et puis en regardant aussi le travail de Maxence, etc. Bon, bref. Et je crois que je pourrais en fait, mais comme tu disais, pour un moment, pour un souvenir, pour quelque chose qui... C'est plus le moment que le fait de vouloir avoir quelque chose sur ma peau. Ouais, voilà, je pourrais, je pense... je pourrais, ouais. Et est-ce que vous vous sentez appartenir à la communauté des tatoués? Parce que moi, par exemple, je trouve ça toujours hyper bizarre. Bon, j'avoue, c'est pas très gentil, mais je suis sur... Je suis des groupes où ça screen en fait un peu le best-of des applis de rencontres et tout machin. Et tu vois très souvent des gens qui revendiquent le fait d'être tatoué. Ah ouais? Ouais, et genre, je sais pas, dans ma tête, je me conscientise jamais comme... Je me dis jamais, ah, je suis une meuf tatouée. Ouais, pareil. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des tatouages, mais je me dis pas... Est-ce que toi, des fois, tu te dis, Maxence, que t'es un mec tatoué? Non. Mais ouais, tu vois, pas du tout. Pour moi, c'est... Je sais pas, pour moi, les gens tatoués, c'est plus un truc de puriste, ouais, un truc niche un peu de style traditionnel. Il y a une démarche derrière, il y a une vraie recherche, en fait. Et non, moi, pas du tout. C'est plus random. Ouais. Mais d'ailleurs, comment toi, ça t'est venu, cette idée de devenir... j'imagine que c'est un processus assez... qui s'est fait de façon assez progressive, que tu t'es pas réveillé un matin en disant tiens je vais être tatoueur. Mais comment on devient tatoueur? Comment ça t'est venu comme En vrai un peu en fait, enfin un peu. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours aimé en fait aussi le repos mental que ça m'apportait, genre et en fait ma phase préférée du dessin, c'était de repasser mes lignes de crayon au noir parce qu'il y avait la pression de se dire attends là faut pas rater et tout. Et en fait c'est juste venu de ça quoi. C'est un peu con mais c'est venu de là et ensuite c'est venu du confinement comme pas mal de gens je pense aussi. Il y a beaucoup de passions qui se sont révélées pendant le confinement. Ouais. Et donc ça c'était pour le début il y a 2-3 ans et donc je suis allé apprendre un peu en Suisse chez des amis tatoueurs là-bas et ensuite ça a été un peu par vague et en fait il y a quelques mois il y a eu vraiment l'urgence de me dire ok j'ai 30 ans, si je le fais pas maintenant je le ferai pas et je pense que si je le fais pas je vais regretter toute ma vie donc du coup j'essaye et on verra ce que ça donne quoi. Mais c'est un truc qui du coup te plaît autant que tu l'avais imaginé en dessinant? Bien plus. Ah ouais, c'est cool. Ça vous éveille des vocations moi, si je peux rebondir, il y a un truc que je t'ai jamais dit, Anna, je pense, mais c'est que j'ai déjà tatoué des gens. Mais non. Si, mais pareil, j'allais y venir. Ouais. Vas-y. Trop bien. Donc, moi, j'ai tatoué mes 2 derniers amoureux. Et c'était une expérience assez folle. Bah oui, c'est fou. Parce que, je trouve ça assez fou parce qu'on sent... Excusez-moi pour les détails, mais qu'on rentre vraiment dans la peau. Donc, il y a une expérience quand même hyper charnelle, hyper profonde. Et ça demande une concentration, mais c'est incroyable la concentration que ça demande. C'est-à-dire que le premier que j'ai fait, on s'était fait le même. Donc, lui, il avait mis 20 minutes pour me le faire. Moi, 2 heures à peu près. Donc, déjà, c'était une torture pour lui. Et quand ça s'était fini, j'avais juste fondu en larmes tellement c'était intense comme expérience. Ça demande une concentration de fou. C'est un travail qui est très profond. Donc voilà, c'est une tradition que je ne sais pas si je vais perpétuer avec mes nouveaux amoureux. Si vous voulez venir vous faire tatouer. C'est bien, Morgane, elle passe des annonces même à la radio. C'est ça. C'est incroyable. Janie, toi du coup aussi, t'as tatoué. Enfin, tout le monde en fait autour de la table. Alors déjà, il faut dire un truc qui paraît... qui est
évident, mais qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout comme poser un stylo sur une feuille. Pas du tout. Donc, en fait, c'est trop dur, quoi, parce qu'un trait qu'on va faire sur une peau, Maxence, tu pourras en parler 1000 fois mieux que moi, mais c'est pas du tout pareil. Et bref, j'avais fait un pari avec ma grande sœur, et en fait, on avait un animal qui était parti, et s'il revenait, fallait que je lui tatoue Poupou is back. Sur l'animal? Non, sur la jambe de ma sœur. Et donc, du coup, un soir, dans le grenier, j'ai tatoué Poupou is back. Et c'était évidemment trop mal fait, genre tout tremblotant. C'était une typo, genre horrible, qu'elle s'est fait recouvrir, j'imagine, depuis. Mais ouais, j'ai déjà tatoué aussi. Mais c'est trop flippant, quoi. Mais c'est flippant aussi pour les cobayes. J'ai un tatouage ici. C'est une amie à moi qui est chanteuse et qui, à côté, fait des ongles merveilleux. Enfin, vraiment, elle est extrêmement douée. Et l'autre jour, alors que je me faisais tatouer par une de ses amies, elles ont un studio en gros ensemble d'art, elle a dit mais tiens, moi aussi je m'entraînerais bien au tatouage. Et moi, le couillon du quartier qui dit tiens, tu peux le faire sur moi. Donc le rendez-vous est pris pour la semaine d'après et j'étais au café en train d'écrire et elle vient à côté de moi, elle commence à regarder plein de flashs et tout, elle me montrait des trucs mais très ambitieux. J'étais là, Deva, tu n'as jamais touché à une aiguille de ta vie, tu ne vas pas me tatouer un gros truc en fait. Et au final, elle m'a tatoué ça. Wow, c'est super bien fait. Elle avait jamais touché à une aiguille. Non, mais attends. C'est qui cette artiste, tu m'as dit? Elle s'appelle Deva. Ah, Deva, j'avais compris Leva. Okay. Non, elle s'appelle. Non, elle est à Bruxelles. Okay. Et du premier coup, j'ai eu un peu plus mal évidemment qu'avec des tatoueuses expérimentées, mais enfin, c'est trop bien fait. Et c'était vraiment un acte de méga confiance et d'amitié aussi. Bien sûr. Que de dire allez, je te laisse. Là, mais si mes parents m'entendent, ils doivent être outrés, horrifiés. Mes grands-parents, je n'en parle même pas. Mais effectivement, ouais, je pense qu'il y a une très forte symbolique dans le fait de tatouer des proches. Toi, tu l'as fait du coup aussi Je l'ai fait, ouais. Je l'ai pas beaucoup fait en vrai, parce que moi j'ai mis énormément de temps à commencer à tatouer les gens. Je me suis beaucoup entraîné sur des peaux synthétiques, des fruits, des trucs comme ça. Sur des fruits aussi? Ouais, au début. Ah ouais? C'est quoi comme fruits? Orange, banane. Ah ouais, ok. Ce genre de choses. Ok. Et en fait, il y a une vraie différence et je le sentais arriver. Donc moi, j'ai commencé sur moi en fait. Je me suis dit, quitte à massacrer un truc, autant le faire sur mes jambes. Et c'est pas bizarre au niveau... parce que j'ai plein de potes qui ont déjà fait ce truc de se tatouer tout seul, mais je me suis toujours posé la question. On dit souvent qu'on ne peut pas s'infliger une douleur trop forte à soi-même. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui fait que... Et quand tu tatoues toi-même, du coup, c'est quand tu commences à avoir mal, t'as pas un espèce de... Alors non, enfin j'ai pas l'impression. Après, je trouve pas les tatous un peu fins et tout, je trouve pas que ce soit des douleurs non plus trop conséquentes. Du coup, c'est pas une barrière. Et je trouve que quand tu débutes, c'est assez intéressant parce que ça te donne aussi une vision de est-ce que tu piques à la bonne profondeur ou pas. Ce qui est quand même le truc le plus important au final quand tu débutes dans le tatou, de pas aller trop loin et tout. Et du coup, quand tu le fais sur toi-même, c'est cool parce que t'as pas... t'as une sorte de radar, quoi. Ouais. Ok. Et Morgane, j'avais une petite question pour toi aussi. Il me semble que sur un des mollets, tu as comme un petit poème. Comment tu t'es dit, je vais carrément me tatouer un truc aussi... Alors déjà, en plus, c'est marrant parce que ce n'est pas un de mes poèmes. Donc on aurait pu penser que si un jour je me faisais tatouer un poème, ce serait moi qui l'aurais écrit. Mais c'est un artiste allemand qui s'appelle Maison Effner et qui a une esthétique un peu... je sais pas comment dire. Enfantine. Dégueulasse. Ouais, un peu punk aussi, quoi. Non, mais j'adore cet artiste. C'est un de mes tatoueurs préférés. Exactement, il y a à la fois un peu enfantin, mais un peu punk. Enfin, il y a un truc un peu crado aussi que j'aime bien. Ouais. Et en fait, je savais pas comment il travaillait. Il est venu à Paris, donc on s'est écrit. Et j'ai trop aimé comment il travaillait. C'est-à-dire qu'il ne t'envoie rien avant. Tu vas sur place et là, il t'ouvre vraiment un livre avec tout ce qu'il écrit et tu dois choisir sur le moment ce que tu veux. Ah, c'est génial. Et il ne te tatoue pas quelque chose que toi, tu as écrit et tu ne peux pas choisir en avance. Donc, j'aimais bien l'expérience d'être tout à coup projetée dans les mots de quelqu'un d'autre qui n'écrit pas en plus de base. Donc, j'aime bien. C'est toujours un rapport un peu populaire à l'écriture. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à faire un tatou aussi gros, sauf que c'était le texte que je préférais. Et donc, on l'a fait, quoi. Et c'est en anglais, donc je ne vais pas le dire en anglais parce que j'ai un accent affreux. Mais en français, ça dit « Elle m'a dit qu'on se retrouverait dans nos rêves, mais je n'arrive jamais à m'endormir. » Je trouve ça hyper beau. J'adore ce tatouage. Dès que tu le mets en story et tout, je trouve ça... Chaque fois, je me fais la réflexion qu'il est vraiment dingue. Nous allons parler du rapport au
temps dans les tatouages, puisqu'évidemment, quand on choisit donc de se tatouer, il y a un côté évidemment très immuable dans ce qu'on fait à notre corps. Et la question revient tout le temps, notamment chez les personnes les plus âgées. Comment tu vas faire quand tu seras vieux ? Est-ce que c'est une question que vous avez déjà entendue ? Alors, moi, c'est une question que je me suis posée, j'avoue. Ah, tu te l'es posée toi-même ? Je me la suis déjà posée quand j'ai commencé à avoir le corps bien rempli. Un jour, je suis sorti de la douche et j'ai fait genre waouh, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire quand je serai vieux ? et en fait, c'est ouf parce que ça a été réglé hyper rapidement. J'habitais dans le 11e avant, avenue de la République, et j'allais toujours faire mes lessives dans une petite laverie avec un petit troquet en face où je buvais des cafés pendant 3 heures le temps que ça se fasse, quoi. Et j'ai vu un papy arrivé avec un petit bandana, béret, perfecto, il était tatoué de partout. Et je l'ai trouvé tellement stylé. Ouais, tu t'es dit, je là, me suis dit, franchement, stylé, vas-y, c'est pas grave, ça vieillira peut-être mal, mais en fait, je trouve ça cool. Puis aussi, je pense qu'on appartient à une génération où les gens se tatouent beaucoup plus facilement, donc ce sera beaucoup plus démocratisé aussi quand on sera plus vieux. Là où, la génération des gens qui ont, je sais pas, 70, 80 ans maintenant, presque personne se tatouait, quoi. Ouais, c'était assez marginalisé. Morgane, toi, c'est quelque chose que tu as déjà entendu te concernant ou en général ? Oui, bien sûr, c'est assez commun d'entendre ça. Mais moi, il faut savoir un truc très personnel, c'est que je n'ai aucune capacité à me projeter dans quoi que ce soit. Tu vois, quand on me dit qu'est-ce que tu as envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans, je n'en ai strictement aucune idée. Donc, je n'arrive même pas à me projeter à un âge plus vieux. J'arrive pas à projeter mon corps dans un âge plus vieux. Moi, j'arrive juste à me projeter dans le passé. Donc, du coup, ça facilite mon rapport au tatouage. C'est pas une question que je me pose trop en réalité. Et toi, Janie, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ? Ouais, mais alors bizarrement, moi, j'ai plus envie d'être tatouée en étant mamie que d'être tatouée maintenant. Donc j'ai hâte. Je trouve comme dit Maxence, je trouve ça trop stylé. Les papis et les mamies qui sont tatoués. En fait, t'as l'impression, tu sais, qu'ils ont vécu, quoi. Il y a un truc où t'as envie qu'ils te racontent des anecdotes et tout. Donc ouais, moi, je trouverais ça trop cool. Ouais, tu vois un peu les 1000 vies qu'ils ont vécues, justement. Ouais. C'est un peu ce qu'on disait, en fait, le morcellement de l'identité et tout ce qui a pu, justement, se passer dans leur vie et conduire à ça. Comment est-ce que vous voyez le fait que, justement, il y a des modes dans le tatouage, bien évidemment. Et au début des années 2000, il y avait la mode du tribal. Le tribal revient. Voilà. Donc c'est hyper marrant parce que c'était finalement le nec plus ultra dans les années 2000, puis la honte après pendant une décennie et demie, et à nouveau c'est le chic de se faire un tribal en bas des reins pour montrer à quel point on porte bien le taille basse, etc. Et c'est assez marrant parce qu'au final on voit que franchement, demain, tu n'assumes plus un truc, s'il faut, ça va devenir... c'est la même chose que sur les modes, d'ailleurs, physiques, les attributs, je sais pas, même on peut penser, par exemple, chez les meufs, à l'épilation des sourcils, quand on était plus jeune. Et maintenant, on voit certaines grandes mannequins, à la Bella Hadid et tout, qui se refont des trucs super fins, alors qu'on s'était dit, oh mon Dieu, quand je vois des photos de moi avec ça, mais c'est l'enfer. Et en fait, c'est à nouveau hyper tendance, finalement. Ouais, c'est des cycles, hein, comme ce que tu viens d'expliquer. Après, on peut avoir des années difficiles si on n'est pas dans le bon moment du cycle, quoi. Ah, je pense qu'il y en a qui avaient des tatouages de tribal qui n'ont pas dû passer de belles années, mais maintenant, c'est leur grand moment de gloire à nouveau. Donc, est-ce que vous vous rappelez, au début des années 2010, c'était beaucoup des espèces de triangles, des trucs et tout. Ouais. Tu l'as, le triangle ? Ouais. J'ai même, tu vois, la flèche un peu indienne. J'ai failli me faire un attrape-rêve, tu vois, ou pas ? Ah oui, et une tête de mort mexicaine. Enfin, vraiment, j'avais... Puis à la campagne, on avait bien toutes les modes un peu, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça aussi. Il y avait notre génération, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux et les modes hyper globalisés, il y avait parfois un petit temps en plus de retard et tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je me pose toujours la question, par exemple, j'ai beaucoup d'abonnés à ma page de mèmes, donc même pour Cool Kids Féministes, qui se tatouent Cool Kid féministe. Et à chaque fois, je suis honorée, bien sûr. Quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est fou d'aimer à ce point ce truc. Et puis après, j'ai pas non plus déposé la marque. Voilà. Mais je me dis, putain, les gars, demain, je merde. Et la terre entière me déteste. Vous aurez quand même, limite, le nom de ma page écrit sur le bras, quoi. C'est quand même... Puis du coup, ça me fait un matching tatou avec eux parce que je me l'étais aussi tatouée. Et du coup, je me dis toujours, c'est marrant, quoi. Si demain
non, demain je ne vais pas plus être féministe, mais t'as quand même ce truc de est-ce que je serai toujours d'accord avec le moi qui s'est fait ce tatouage-là? Ouais, après, ça les regarde du coup eux, mais je te rejoins là-dessus parce que j'ai plein de gens qui se sont fait tatouer le nom d'album ou des paroles ou des. Genre qui me demandaient après un concert de dessiner un truc sur leur bras et qu'ils allaient se le faire tatouer. Au début, j'étais là, mais non, mais fais pas ça, enfin, je sais pas dessiner et tout ça. Et en fait, je me dis, bah. Si un jour il m'aime plus, bah tant pis, tu vois, moi j'y suis pour rien, donc toi tu y es pour rien non plus. Non mais c'est ça, mais je vois parfois mon pote assez connu quand même, Jérém Star, qui a carrément des gens qui viennent parfois le rencontrer, qui ont sa tête tatouée. J'adore, c'est tellement kitsch. Et ça c'est J'adore. vraiment... C'est comme la tête de Johnny quoi. Ah ouais, non, on est sur un niveau tout autre. Et on continue cette discussion sur les tatouages et notamment sur le rapport au temps. Et tout à l'heure, on l'a un peu évoqué, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est au-delà du fait d'avoir un projet précis de tatouage, de se dire, voilà, j'ai envie de faire ça par rapport au passé, ou j'ai envie de faire ça parce que cela signifie ça ou ça. Il y a aussi le moment où tu graves des instants, où tu graves vraiment un moment précis. Je pense au tatouage qu'on va se faire en voyage, qu'on n'avait pas forcément prévu, mais que finalement on fait parce qu'on saute sur l'occasion et qu'on se dit, bah, ça me rappellera toujours ce voyage. Ou également au matching tattoo. Est-ce que vous avez des matching tattoo avec des gens qui vous sont chers? Ouais. Moi, j'ai mon matching tattoo, mon premier avec mes amis. J'ai la rose, qui est un matching tattoo avec un de mes ex. J'ai ce tatouage aussi là sur le bras que j'ai en commun avec un ami qui a fait une version un peu différente. J'adore les matching tattoos. Je trouve que c'est cool comme idée, même si le lien se rompt, ça veut dire qu'il a existé un jour. Oui, c'est ça, c'est aussi matérialiser le fait qu'il y a eu des histoires qui ont compté et qui ont construit finalement une identité. Maxence, t'en as toi parmi la jungle de tatouages? J'en ai un sur le genou avec ma sœur. Ok. Ouais. C'est écrit mardi. Alors c'est très... Tape une barre du coup. Non mais c'était il y a bien 7 ans je pense qu'on a fait ça. C'était le premier, je crois, tatou de ma sœur, ou peut-être le deuxième, je sais plus. Et elle voulait absolument qu'on se fasse un tatou ensemble. Et alors on l'a pas fait géographiquement ensemble parce qu'elle était loin à ce moment-là. Mais voilà. Et en fait je lui ai envoyé, moi je dessinais déjà à l'époque, donc je lui ai envoyé plein d'idées, je sais pas, de trucs qui me faisaient penser à nous. Et elle me disait toujours non. Elle me disait toujours j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et en fait ma sœur, quand elle était gamine, je la gardais le mardi. Parce que voilà, mon père était au sport et ma mère était hôtesse de l'air, donc elle était pas là. Et pardon. Et en fait, c'est là où je lui ai un peu fait faire ces premières petites conneries. Voilà, on a tissé un très très beau lien frères et sœurs autour des mardis soirs qu'on avait, où je jetais la bouffe que nos parents nous préparaient pour lui faire des nuggets frites, enfin bref. Et donc du coup, on s'était fait ça. En fait, c'est parti vraiment d'un ras-le-bol de moi qui en avait marre de pondre des dessins et de me faire recal. Et voilà, donc on s'est fait ça. Et du coup, un truc aussi simple que mardi. Voilà. Toi, Janie, des matching tattoos, du coup, t'en as forcément. Ouais, en j'ai famille, ce que tu disais. la fameuse clé de sol, voilà. Et aussi, il est à la fois triste et drôle, mais en fait, j'ai une tache dans la main, donc, qui était censée être une étoile que j'ai faite avec mes frères et sœurs quand mon papa est mort. Et en fait, on ne savait pas. Mais les tatouages sur les doigts, ouais. À l'intérieur, ça ne marche pas. Donc en fait, on a fait une première étoile, enfin moi et puis eux ailleurs. Et l'étoile s'est effacée, mais un tout petit peu. Et je sais pas, ma soeur, elle a dû me tatouer un peu dans le noir. Elle a repassé dessus, sauf qu'en fait, elle a repassé à côté. Et donc du coup, vraiment, c'est pas une étoile, c'est rien. Donc j'ai un matching tattoo qui ne ressemble à rien. En fait, tous mes tatouages, c'est vraiment... De là où je suis assise, on dirait un sapin. Moi, Janie, je suis fan de tes tatous. Vraiment, donc voilà, j'ai des matchings, mais qui sont... voilà. Et est-ce que c'est quelque chose où vraiment, quand vous voyez le tatouage, vous pensez à la personne, ou c'est juste ça fait partie de vous et c'est cool Je crois qu'on les voit plus, en fait, les tatouages. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour vous. C'est des endroits visibles. Des fois, tu les redécouvres, les tatouages plus invisibles. Quand tu vois une photo ou quoi, tu redécouvres. Moi, je sais que j'en ai un avec ma pote Amal, qu'on salue si elle nous écoute, qui est ici. Où il y a écrit... Alors, on a pris exprès... J'adore les tatouages rouges, c'est hyper beau. Ouais, mais toi aussi, elle a plein de tatouages trop beau, rouges. J'adore. Mais c'était très, très ghetto, le moment où on s'est fait tatouer. Champagne on the beach. Ouais, putain, tu dis bien de loin, là. Ouais, c'est un Champagne on the beach. Et en fait, on a fait... on avait vécu un moment très, très intense ensemble, parce que suite à une souffrance justement profonde liée à une histoire qui dégénérait un peu, elle m'a emmenée sur la côte flamande.
Et en fait, on a parlé pendant tout un week-end, mais genre vraiment, on s'est mis des tunnels tout le week-end, on parlait que de ça, de mon rapport à la vie affective, de tout ça et tout. Et elle testait à ce moment-là des techniques de coaching qu'elle utilise maintenant avec des patients et tout, donc d'hypnose et compagnie et tout, et c'était super fort. Et à un moment, elle m'a fait un espèce de truc pour retrouver son enfant intérieur. Ça, je sais que Morgane, tu adores. J'adore. Je vois tes yeux qui s'illuminent. Et après, elle m'a forcée à aller dans la mer, sachant qu'il faisait, mais je crois que l'eau était à 13. Et j'étais habillée, je devais crier des trucs, enfin, c'était grotesque. Et après ça, sachant que j'étais un peu tour de boulet, parce que j'avais de l'hypnose et tout, on allait chercher une bouteille de champagne qu'on a bu sur la plage. Et là, on s'est dit, ok, on va se faire un champagne on the beach. Demain, on prend rendez-vous et tout. Et on s'est retrouvés chez une tatoueuse, chez qui on est allé en trottinette à 2 avec nos valises cabines à côté. Le truc, mais n'importe quoi. Et on arrive chez la tatoueuse, on se pose. Déjà, c'était complètement loufoque, le lieu. Et j'étais en train de me faire tatouer. J'ai passé la première, et là, à un moment, dans le miroir, je vois qu'il y a des croix gammées chez la meuf. Quoi ? Et je me dis, oh mon Dieu, mais où est-ce qu'on est ? C'est pas possible. Et en fait, en re-regardant, non, c'était dans l'autre sens. Donc en fait, c'était les symboles indiens. Ah ouais. Non, Mais j'ai trop bugué, tu vois. J'étais en train de me faire tatouer. Je me dis, putain, il y a des croix gammées dans le truc. Bon, voilà. Et du coup, c'est assez marrant parce que Amal est influenceuse à côté plus size. Donc, elle met à l'honneur les corps gros, etc. Et du coup, on n'a pas du tout la même taille de bras. Donc, en fait, ça rend pas du tout pareil. Mais c'est hyper mignon et on adore voir comment ça peut rendre de façon assez différente sur nous. Et à chaque fois qu'on se croise, c'est-à-dire très souvent, on est là, ah putain, c'est vrai que t'as le même tatouage que moi et tout. Et je sais pas, c'est hyper mignon. Morgane, du coup, je m'étais noté que j'avais envie de te reposer la question de comment on en vient à se tatouer des poèmes, mais du coup, tu y as déjà répondu. Est-ce que vous avez, vous, beaucoup de mots tatoués ou c'est plus des dessins, du figuratif ? Quelques mots, mais c'est un peu kiff-kiff, quoi, je pense. Enfin, je pas tant, en fait. Ouais, moi. c'est pas spécialement... Non, c'est pas que... T'en non. fais pas un livre. Enfin, vous savez que j'ai un truc qui est marqué, mais qui veut rien dire. Donc. Parce que Morgane, moi, ça m'étonne presque quand je vois tes bras, notamment, que t'aies pas plus des textes, des trucs. C'est quand même pas mal de dessins. C'est vrai que c'est étonnant. Faut que tu y remédies, là. On est un tatoueur en plus dans la salle. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Mais je crois que j'ai plus de mal à choisir un texte pour rester gravé qu'une image. C'est ce qui est étonnant de ma part, d'ailleurs, puisque je suis beaucoup plus sur le texte que sur l'image. Mais je n'ai pas de réponse. Mais écoute, tu peux te tatouer ouais mec, bidon d'essence allumé, comme ça on sera synchrone finalement, ce sera très bien. Et tout de suite, nous allons parler du rapport au corps. Et avec notamment la question en tout premier, de ce que peut être le tatouage en termes de thérapie. Et comment en fait ça peut faire du bien que de venir, alors non seulement évidemment on en parlait juste avant, ancrer une émotion, mais aussi de façon plus pragmatique, cacher des cicatrices, cacher des choses, etc. Et je crois, si je ne me trompe pas, que nous avons un audio à ce sujet qui a été fait par une tatoueuse que je vous laisse écouter de suite. Le tatouage thérapeutique, c'est un truc dont on parle souvent. Donc c'est un tatouage qui a pour but de se réapproprier son corps ou alors de camoufler les cicatrices. Il y a aussi une fonction un peu rituelle dans cette démarche. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple d'une momie qui s'appelle Otzi, qui est vieille de 5300 ans, sur laquelle il y a plusieurs tatous, donc des petits points et des petites lignes. Et donc sur ces petits tatous, donc 57 points en tout, il y a 80% de ces signes-là, de ces symboles, qui correspondent en fait aux points d'acupuncture traditionnels utilisés pour traiter les rhumatismes. Et en analysant plus le corps de Otzi, on s'est rendu compte qu'effectivement, Otzi souffrait bien de rhumatisme. Voilà, on a entendu à l'instant sur Move une tatoueuse parisienne dont le nom de tatoueuse est Yama Casanova, que vous pouvez retrouver sur Instagram. C'est une fille qui est assez prodigieuse, qui a 23 ans, qui a commencé le tatou à 15 ans, donc qui a déjà une longue carrière derrière elle, et qui donc vient nous expliquer qu'en fait, l'utilisation du tatouage à des fins thérapeutiques est quelque chose finalement qui est extrêmement ancien. Je me tourne vers toi, Maxence, en tant que tatoueur finalement de l'Assemblée, même si finalement Janie et Morgane sont aussi tatoueuses. C'est clair. Voilà, on l'aura appris en live. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler ? Est-ce que tu as déjà des personnes qui sont venues justement dans ce
bute vers toi? Alors, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler parce que quand je me suis lancé dans l'idée de faire du tatouage, j'ai commencé une école d'art. Et il y avait un mec qui avait le même projet à long terme que moi, qui était infirmier et qui, lui, voulait faire du tatouage uniquement thérapeutique. C'est-à-dire qu'il il voulait vraiment tatouer... avec son passé d'infirmier, il s'était dit « Ok, moi, je vais faire que ça ». Donc, on avait beaucoup échangé là-dessus. Moi, on m'a déjà demandé... Le truc, c'est que vu que je débute, en fait, j'ai pas envie encore. Ça fait une lourde charge. C'est pour ça, toi, déjà, ça fait une lourde charge. Et en plus, je préfère faire les choses dans l'ordre et apprendre déjà à tatouer correctement. Bien sûr. Parce qu'il m'en reste 1 milliard de choses à apprendre. Et voilà, donc non, c'est quelque chose. Ça m'est déjà arrivé d'ornementer des cicatrices en les incluant dans la compo. Et comment ça se passe, ça, du coup, comme processus? Alors, les 2-3 fois que je l'ai fait, je sais plus, je demandais à la personne de m'envoyer une photo, si elle était d'accord, et du coup, je venais composer en fait autour. Ou alors, quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est que je dessine directement sur les gens. Ils viennent et je dessine directement au feutre en fait sur eux et je tatoue sans avoir préparé à l'avance. Et donc, ce ne sont pas des personnes qui viennent avec un projet particulier. Enfin, elles ne viennent pas avec voilà, je veux ça. C'est vous regardez ensemble justement la cicatrice. Est-ce qu'il est possible de faire? C'est ça. Comment déjà la cicatrice vit sur le corps et qu'est-ce qu'on peut faire après alors c'est du travail très abstrait, hein, c'est beaucoup de lignes, des formes très simples et tout. Et comment est-ce qu'on peut incorporer la cicatrice à une composition abstraite, ouais. Parce que on le sait, il y a des tatoueurs et tatoueuses qui travaillent aussi sur les victimes de cancer du sein, qui viennent par exemple redessiner un téton, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est entre la chirurgie et le tatouage finalement, et c'est assez beau finalement de pouvoir se dire que au-delà même de la portée artistique et entre guillemets purement ornementale, il peut aussi y avoir quelque chose de thérapeutique. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la notion, et ça Ève qu'on a entendu juste avant, je sais qu'elle travaille aussi là-dessus, avoir le principe d'avoir une nouvelle peau pour en fait reprendre la maîtrise de son corps. Je sais toi notamment que tu as pu chanter par rapport aux troubles alimentaires. La notion de se dire voilà, ce corps qui a vécu, ce corps qui a souffert, maintenant ce n'est plus tout à fait le même car je l'ai orné de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu en penses de ouais, cette c'est notion? deep. C'est un peu deep, ouais. Ouais, là j'avoue je t'ai balancé. Waouh, je m'attendais pas du tout, j'étais là, ok. Moi je pense que si c'est une manière pour les gens de reprendre conscience de leur corps et de se sentir plus fort, c'est absolument merveilleux. Ça agit peut-être comme un rappel, ça agit comme un mantra, ou je sais pas, tu parlais des tétons qui sont... oui, bien sûr. Je trouve que c'est extraordinaire de faire ça. Je pense que ça peut se loger là, ça peut se loger ailleurs. Bien sûr. Pardon, j'ai pas trop réfléchi, mais... Oui, là, je t'ai un peu pris au dépourvu. Mais je trouve ça super, et je trouve que c'est un moyen très simple Enfin, très simple. C'est quand même un truc que tu te fais... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais si ça permet, je trouve ça super. J'avoue, moi, j'ai jamais eu ce truc-là de me faire tatouer. Et en même temps, si, tu vois, y en a plein. On s'est tous fait tatouer des mots ou des phrases ou des trucs pour un peu se donner apparemment, mais... du courage. Non, mais donc, sur un... Ouais, ça peut être quelque chose de pas oublier, quelque chose qui donne de la force, c'est pas... J'ai une tatoueuse avec qui qui m'a fait beaucoup de tatouages, qui m'avait tatoué parce qu'elle voulait me le faire vraiment. Un tatouage qui est faux, hein. C'est I'm not afraid of anything. Je n'ai peur de rien. Mais des fois, du coup, j'ai peur et je le regarde. Ouais, ça te fait un et petit... je me dis, allez, je pense à toutes les autres fois, du coup, où j'ai eu peur, où je l'ai regardé, où j'ai quand même fait les choses. Et ça me rassure. Morgane, je te vois t'approcher du micro. Non, mais je voulais juste te dire que... dans cette idée un peu de tatouage thérapeutique, sans aller jusque-là, donc sans aller jusqu'à un rapport à la cicatrice ou à un rapport à s'écrire quelque chose pour se rappeler un problème qu'on doit surmonter ou dépasser. Moi, je sais que les 2 seuls tatous que j'ai faits qui ont vraiment un sens, où j'ai vraiment mis de la symbolique dedans, c'est 2 tatous que j'ai fait avec un artiste incroyable qui s'appelle Elliot Gamer et que je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Et je lui ai demandé de me tatouer à une période où j'étais vraiment... c'était mon pic de dépression, j'étais vraiment hyper mal. Et je sais que pour le coup, ça avait été très thérapeutique parce que on avait vraiment passé toute une journée ensemble.
Je pense qu'il est assez sensible et donc j'avais pas eu besoin forcément de lui dire, mais il y avait eu tout un dialogue qui s'était installé entre nous. Je pense qu'il avait senti qu'il y avait un besoin particulier de ma part de marquer mon corps de cette période, mais d'une manière qui soit jolie, où je me réappropriais un peu mon chagrin. Et je crois que ça marche bien aussi pour les périodes où on a un peu mal. On aurait tendance à se dire, il faut pas se tatouer dans ces moments-là où on va mal, parce que ça va toujours nous rappeler ce moment où on n'allait pas bien. Mais je pense que c'est pas vrai, il y a un truc un peu cathartique aussi. Mais en plus, c'est à ça que je pensais aussi en vous posant la question, c'était le fait de venir marquer quelque chose qui correspond à un trauma, comme des violences subies, comme une rupture aussi, parce que je pense que c'est un petit peu ce que tu évoques sans m'avancer. Mais du coup, le fait de dire, voilà, ça s'est passé, ça fait partie de moi, et puis je l'ancre, et comme ça, on peut aussi passer à autre chose. Et il y a une notion vraiment de maîtriser son corps, même dans la douleur d'ailleurs aussi. C'est se dire, voilà, parfois je me sens à bout de mots, à bout de force et tout, et d'un coup, je viens prouver que je peux supporter des choses qui sont difficiles, notamment la douleur d'un tatouage. C'est pas forcément toujours très agréable selon les zones du corps sur lesquelles on choisit de faire ces tatous. Et on en parlait tout à l'heure au café, d'ailleurs, avant l'émission aussi. Plus on fait de tatouages, moins on supporte la douleur de ces tatouages, d'ailleurs. On utilise le quota disponible. Ouais, tout à fait. Et au cours de discussion, justement, avec Ève, que nous avons entendu parler juste avant, elle me disait qu'il y avait un truc super intéressant sur le tatouage. C'est que c'est un choix que fait l'être humain et que donc il fait depuis longtemps, puisque comme elle a pu nous l'expliquer, c'est quelque chose qu'on retrouve même sur les momies, donc ça date pas d'hier. Le tatouage peut nous différencier de l'animal. Parce que finalement, les animaux, dans tout le règne animal, s'il y en a beaucoup qui disparaissent actuellement à cause de toutes les conneries qu'on fait en tant qu'être humain, il y a toutes sortes d'ornements. Il y a des très beaux, justement, pelages, etc. Mais les animaux ne se tatouent pas. Les animaux ne viennent pas modifier cet état de nature. Non, mais les humains les tatouent. Oui, c'est vrai. Mais ouais. C'est vrai. Et J'avais pas pensé à ce point. Donc c'est nous qui venons encore foutre la merde. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais voilà, écoutez, on a fait des piercings aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as dit quoi, Maxence ? On leur fait aussi des piercings. Bah ouais, c'est vrai. en vrai. C'est vrai qu'on les modifie. Mais ouais, les chevaux, les vaches, les chiens, les chats, enfin... Ouais, c'est vrai. Ou on les tond, on fait toutes sortes de trucs. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, il y a ce... de se le faire à soi-même en tant qu'être humain et dire bah voilà, j'ai cet état, et ça peut aller jusque vraiment aux extrémités où on voit des gens qui se tatouent jusque dans les yeux, etc. Ouais, c'est possible ça ? Oui, c'est possible. C'est quelle partie qu'on tatoue ? C'est le blanc, mais... C'est le blanc, mais du coup tu perds quand même quelques points de vision. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais tu ressembles à un esprit, donc c'est cool, tu vois. Ah ouais. Mais non, du coup, il y a quand même ce truc de vouloir se différencier et dire voilà, j'ai toute maîtrise sur mon corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des religions monothéistes qui ne sont pas trop pour les tatouages, si je ne me trompe pas, mais je connais pas assez bien les textes religieux pour commencer à faire un truc de théologie. Mais je crois qu'il y a des religions qui interdisent formellement le tatouage parce que justement, ça vient modifier ce que crée la créature qu'a créé Dieu. Mais mon père, d'ailleurs, m'avait dit un truc comme ça une fois qui était super mignon. Et je crois que c'était juste après le Web avec Vision de Sens allumé, d'ailleurs. Il m'avait dit, je sais qu'il est en train d'écouter, donc peut-être que je vais un peu dire une connerie, mais je me rappelle qu'on n'était pas loin de la plancha, voilà. Et donc c'est très visuel, peut-être qu'il va se rappeler. Et il m'avait dit, mais non, mais il était déçu que j'ai fait des nouveaux tatouages. Et je lui disais, mais ça peut te faire. Il était là, ben non, mais tu vois, nous on t'a fait, et puis et toi tu te tatoues. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de venir modifier par choix son corps, là où en fait on subit le vieillissement malgré nous. On peut subir aussi des pertes de poids ou des prises de poids qu'on ne contrôle pas trop. On peut subir pour plein de raisons des pertes de cheveux, enfin voilà, plein de choses. Et là au moins c'est une modification plus ou moins forte que l'on choisit. Et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, si on a trop de tatouages, est-ce que vous pensez que le tatouage peut encore nous griller, en sachant qu'on le disait, il y en a de plus en plus dans notre génération, quoi. Est-ce que vous pensez que ça peut nous griller dans le monde professionnel, par exemple, de nos jours ? Bon, on a des mondes professionnels un peu spécifiques, nous tous ici, mais... Moi, je pense que oui. Je pense que ça renvoie forcément quelque chose et que tout dépend le métier, tout dépend les endroits des tatouages, etc. Mais bon, maintenant, ça se cache et ça se retouche et tout. Mais je pense que ça renvoie quand même quelque chose. Ça peut empêcher certains trucs. Alors bon, je pense que dans 10-15 ans, ça n'empêchera plus rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un peu ça, quoi. Toi, en tant que chanteuse, qui est d'ailleurs qui est quand même parfois sollicitée par le milieu de la mode, est-ce que tu
t'as déjà vu des regards sur tes tatouages ou est-ce qu'on t'a déjà dit ah ben là ce serait mieux de camoufler un petit peu parce que ça correspond pas à l'image que tu dois avoir? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est plus souvent moi qui veux camoufler que l'inverse. À cause de la rose de roqueuse sur l'épaule. Voilà, tu vois. Mais je crois que dans 10 ans, ça va être tellement bleu et bavant que ça va devenir cool parce que ça va être kitsch, tu vois. Là, c'est encore un peu... T'as vraiment hâte qu'il soit rock'n'roll celui-là. Ouais, de ouf. Au pire, tu mets plein de monoeil dessus puis tu vas au soleil comme ça, t'inquiète, ça va marcher. Ouf. Non, mais moi, ça m'a pas handicapé du tout en vrai, mais je pense qu'il y a plein de métiers où ça handicape. Enfin, toi, Maxence, j'imagine que c'est encore pour les rôles et tout, ça doit être encore plus. Ouais, en tant qu'acteur, qu'est-ce que ça donne? En tant qu'acteur, ouais, mais il y avait juste un truc sur lequel je voulais rebondir avant, c'est que moi, je pense qu'il y a énormément de métiers dans lesquels ça met de côté, encore aujourd'hui. Mais je trouve, on parlait d'appropriation du corps aussi et d'appartenance, etc. Moi, personnellement, par exemple, c'est des métiers vers lesquels j'aurais jamais envie d'aller. Oui, et, tout à fait. Et je crois qu'on en avait même discuté vite fait quand tu m'avais invité à l'émission. C'est aussi un acte de dire, ok, bah en fait, ça y est, cette vie-là, ce milieu-là, genre, je veux jamais y appartenir de toute ma vie. Et c'est pas une décision de jeune de 20 ans, donc c'est vraiment catégorique, quoi. Et après, dans le métier d'acteur, alors oui, moi je les cache en casting. Mais t'en as beaucoup quand même. Ouais, mais je les cache en casting parce que ça peut être compliqué pour des gens de se projeter. Par exemple, si on fait du film d'époque, tu parlais des combattants tout à l'heure, tu vois. Bon, j'étais moins tatoué à l'époque, mais j'ai passé. T'as tourné quand pour les combattantes? J'ai tourné en 2020, je crois. Ok, donc le processus a été long quand même pour que ça sorte et tout. Il y a eu presque 1 an de tournage sur la série, quand même. Et je me rappelle que j'avais fait le casting avec des manches longues, j'avais reçu les scénarios quand j'avais été pris et je m'étais dit ok, il n'y a pas de scène de nu, il n'y a pas de scène de sexe, il n'y a pas de scène où j'ai les bras découverts ou les chemises ouvertes, etc. Donc c'est ok, j'ai pas à l'annoncer forcément à la prod et tout, mais je m'étais quand même pris des réflexions de la part de la costumière quand on avait fait les essais costumes, qui m'avait dit que j'étais pas professionnel, que pareil, ma coach d'acting qui ça sort par les yeux à chaque fois que je fais un tatouage. Bon, on a réussi à régler le problème parce que je lui disais qu'à chaque fois que je me faisais tatouer, j'avais sa petite tête en cartoon qui me faisait ça et j'en avais un peu marre. Mais oui, ça bloque pas mal pour les tournages. Et après, encore une fois, ça se maquille et tout, mais quand on en a beaucoup, c'est plus compliqué. Moi, je sais que, par exemple, le film d'époque ou la série d'époque, c'est pas forcément quelque chose qui me fait vibrer. Oui. Donc, c'est aussi un peu un acte de dire... C'est une façon aussi de... Voilà, de faire le tri. D'aller plus vers d'autres... Mais par exemple, quand t'as fait Scam, il n'y avait pas des scènes de nu? Si. Et du coup, là, vous aviez fait comment? J'étais beaucoup moins tatoué à l'époque. Ok. Ouais. Ok. Ouais, mais de toute façon, je dis ça remonte... Les tournages, c'était en quelle année? Scam, c'était il y a... Ouais, il va faire mal celui-là. C'était il y a 6-7 ans, je crois. 7 ans. Non. C'était le tournage était à 5 ans, je crois. Bah oui, même je me rappelle de la diffusion, c'était pas hier non plus, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Puis c'était le premier truc, donc ça paraît loin. Mais ouais. Mais après, pareil, quand j'ai recommencé à me tatouer en devenant... Parce que moi, j'ai été, du coup, tu disais mannequin, ensuite acteur, on m'a toujours interdit ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une option, donc je le faisais quand même, et à des endroits... Et en fait, un jour, j'en ai un peu eu marre, et je me suis dit, mais j'ai un peu envie de faire ce que je veux aussi, et d'arrêter d'être dicté par des agents, par le monde de la mode avant, le monde du cinéma et tout, et j'ai envie un peu de faire ce que je veux, et si ça me ferme des portes, et tant pis, parce que je pense que j'avais un besoin viscéral qui dépassait aussi ça, et je me suis dit ça va peut-être m'ouvrir des rôles qui me correspondent plus, et voilà. Ouais, c'est vraiment en fait choisir volontairement de se griller des choses que tu n'as pas envie de faire, parce que finalement là tous nos métiers de base ce ne sont bon, acteur, mannequin, oui, évidemment. Mais déjà, acteur, c'est censé être plus sur la performance. Chanteuse, c'est censé être sur la voix. Et même nous, Morgane, sur les métiers qu'on a qui sont compliqués à qualifier, le corps ne devrait absolument pas compter. Et pour autant, on sait que ça compte énormément. On sait qu'on doit énormément se montrer, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et on sait que nous sommes énormément scrutés, qu'on se retrouve aussi à travailler avec des marques. Toi, tes tatouages, tu t'es déjà dit que ça pouvait te porter préjudice d'une façon ou d'une autre, ou c'est jamais... Non, jamais. Mais parce que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu où c'est totalement OK et que je n'ai même pas à me poser la question, ce qui est franchement un privilège, quoi. Bien sûr. Mais non, ça m'a jamais posé problème. Et après, même en plus, tu peux avoir le truc où, te concernant, je trouve que ça rentre dans une certaine esthétique, finalement, aussi. Ton esthétique, justement, on en parlait un petit peu émo, les petits tatouages, le petit papillon sur la main et tout, qu'on ne voit pas forcément à l'antenne.
mais que vous voyez si vous regardez sur Radio France. Et je mettrai des photos de toute façon de vos tatous. Nous parlions de nos carrières qui sont un peu spécifiques, liées évidemment au monde artistique de près ou de loin, de façon très évidente pour certains, de façon un peu moins évidente pour d'autres ici autour de la table. Et j'aimerais qu'on discute de quelque chose, mais c'est quelque chose qui a été un petit peu survolé dans nos discussions. C'est le fait en fait d'aller voir un ou une tatoueuse, et Morgane, tu en parlais parfaitement avec Maison Hafner, dont on aime le travail, et être à l'inverse du processus, souvent des premiers tatouages où on se dit alors là j'ai trop envie d'avoir une plume, donc là je vais trouver le premier tatoueur qui me tombe et puis voilà le truc pas cher et puis je vais lui demander de me dessiner une plume et de le faire. Là c'est plus le fait de découvrir un artiste qui pratique l'art du tatou et de se dire ok cet artiste j'ai envie qu'il pose un peu de son art sur moi et le fait du coup de venir finalement laisser une carte blanche à un artiste. Je ne sais pas si... bon, toi, du coup, tu l'as fait, Morgane, avec Maison Hafner. Je ne sais pas si tous les deux, vous l'avez déjà fait, que d'aller voir un tatoueur et de dire, bah, écoute, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu aimerais bien me faire Vas-y, non, je t'en prie. Ma réponse va être beaucoup plus courte, mais une fois je l'ai fait, je crois que c'était mon dernier tatouage et c'était un tatoueur, malheureusement je me rappelle plus de son nom, mais il faisait des tatous flash et j'y avais été. J'ai fait je crois mon tatouage préféré, que je vois jamais d'ailleurs, mais qui est genre un music lover comme ça. Il est trop mignon, ouais. Et je pense qu'aujourd'hui je serais beaucoup plus dans une démarche d'aller voir un artiste et d'aller voir ce tatoueur parce que justement c'est un artiste et qu'il y a des choses fabuleuses, Bien que sûr. d'avoir l'envie d'un truc et d'aller ouais, je pense que je serais beaucoup plus là-dedans et je trouve ça tellement intéressant parce que c'est tellement beau, quoi. Ouais, c'est vraiment le côté j'apprécie ton art, donc j'aimerais en avoir sur moi. De fou. Mais Maxence, tu voulais réagir par rapport à ça aussi? Non, bah, moi, c'est vraiment l'approche que j'ai du tatouage. Je vais toujours voir les artistes pour ce qu'ils produisent en général. D'ailleurs, il y a je pense, un bon 80% des tatoueurs et des tatoueuses qui m'ont tatoué utilisent aussi d'autres médiums comme la peinture, la sculpture. Et non, carte blanche totale, ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez un artiste sans savoir ce que j'allais faire, très souvent même d'ailleurs. Ouais. Et te dire, voilà, j'ai confiance dans la personne. Moi, je sais que mon amie Natacha, qui est tatoueuse, du coup, on en parlait pendant la musique, dont on va écouter un audio juste après, d'ailleurs, parce qu'elle avait aussi quelque chose sur lequel on pouvait réfléchir. Je suis déjà allée chez elle et on se disait, bon, on va juste faire un petit tatou, on va voir quoi. Et en fait, je ressortais de là avec 2-3 tatouages différents, parce que d'un coup, elle a l'inspi, là, par exemple, les deux ici. Elle a juste posé des stencils pour voir, parce qu'elle voulait m'offrir un tatouage. Et en fait, je me suis retrouvée avec 2 tatouages bien Y2K à l'avant du bras, mais qui sont très jolis et je regrette pas du tout. Et j'aime beaucoup, justement, ce que fait cette fille-là. Et je suis jamais arrivée avec une idée précise. Je trouve ça assez intéressant comme façon de consommer l'art, en fait. Le fait de dire... mais j'aime beaucoup ce que tu produis en général et du coup qu'est-ce que tu peux faire sur moi. Et on va s'écouter d'ailleurs tout de suite un audio de Natacha dont je vous donnerai l'Instagram après sur ce que c'est qu'être non pas juste tatoueur mais tattoo artiste. Alors j'ai toujours trouvé le sujet du prix pour un tatou toujours très délicat parce que étant donné en plus que j'ai pas une carrière de 10 ans en tant qu'artiste, mais que je sais que ce que je propose, on va dire que je mets le maximum de qualité. C'est toujours délicat de se dire à combien vaut mon travail et à combien les personnes seraient prêtes à poser. Combien une personne est prête à investir dans un art de peau qui reste à vie, contrairement, je pense, à un bijou qu'on pourrait perdre ou à une paire de chaussures qu'on pourrait user. C'est vrai qu'un tatouage, j'ai toujours tendance à expliquer aux personnes que c'est quelque chose de presque d'une valeur inestimable. Voilà. La question que soulève donc Natacha, donc que vous pouvez retrouver sur Instagram sous son arrobase Naughtycat, donc NAUGHTTTY et cat, qui en fait elle fait des motifs en fait qu'elle vient reproduire à l'infini sur plein de gens et du coup ce n'est jamais vraiment le même tatouage et donc elle va par exemple le faire sur telle partie du corps ou plus ou moins long, etc. Et du coup on se retrouve, donc elle est basée sur Bruxelles avec des gens qui ont le même tatouage
mais différent, ce qui est assez beau, je trouve. Et donc, on reconnaît vraiment sa patte. Et elle se retrouve très souvent, par rapport aux tarifs qu'elle peut pratiquer, à avoir des gens qui, en fait, veulent négocier et lui expliquer que c'est pas censé valoir autant et que, en plus, ils peuvent lui apporter de la visibilité ou je ne sais quoi. Est-ce que ça, en tant qu'artiste et en tant que personne pratiquant ce que l'on appelle des métiers passion, mais qui demeurent des métiers, c'est quelque chose auquel vous êtes souvent confrontés? Oui. Tout le temps, parce que ce soit dans le cinéma comme dans le tatouage, il y a toujours des gens qui vont un peu dévaloriser ce que tu fais et tout. Mais c'est aussi, je trouve que c'est aussi un bon rite de passage pour comprendre ta valeur dans le métier que tu pratiques. Moi, je suis en plein dedans en ce moment dans le tatouage parce que j'arrive pas à faire des prix corrects vu que je débute et j'ai mes collègues qui essayent de me pousser et tout, mais je suis pas encore dans cette phase où j'arrive à mettre un vrai prix sur ce que je fais. Et dans le cinéma, et je pense que vous allez vous reconnaître aussi là-dedans, mais ce truc de métier passion, c'est vraiment genre vas-y, viens faire un film gratos, de toute façon tu kiffes faire ça, donc pourquoi t'aurais besoin d'être payé? Ça, je pense que c'est un truc que toute personne qui fait un métier passion, comme tu dis, a déjà vécu, ouais. Et mais oui, en plus, il y a vraiment l'idée, que on se dit, de toute façon, si on n'accepte pas, ce sont des métiers tellement précaires que d'autres personnes accepteront, et du coup, on bossera pas, donc autant avoir un petit peu que rien, quoi. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés aussi, Morgane, Janie? Oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, déjà, bien sûr. Mais du coup, je m'en occupe pas, parce que moi, je sais pas m'occuper de ça. J'ai du mal avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi dans les métiers passion, comme on dit, d'être encadré, d'être Bien entouré, de travailler avec des personnes qui s'occupent de ça. Parce que c'est hyper compliqué. Par exemple, moi, mes livres, je saurais pas du tout quel prix mettre dessus. Mhm. Si j'avais pas d'éditeurs, d'éditrices qui décidaient de ça, je ne saurais absolument pas comment le faire, par exemple. Et par contre, c'est vrai que c'est agaçant ce truc de faire de l'échange de visibilité que moi je fais avec plaisir quand c'est un média, quand ce sont des associations, mais à partir du moment où c'est pour du commerce en fait, que c'est pour des marques, c'est juste pas possible en fait. C'est pas de Bien la sûr. belle visibilité quoi. Bien sûr. Janie, toi, c'est quelque chose qui te parle? Ouais, je suis en train de réfléchir là depuis que tu as posé la question. C'est une grande question et en même temps, je crois que, comme tu dis, Maxence, il y a tout d'abord un truc de légitimité dans nos métiers qui est un peu là au début, qui est bizarre, où on doit se sentir un peu légitime de gagner sa vie avec ça. Et pour ma part, il y a un côté un peu d'apprentissage aussi. Parce que moi, je savais pas au début que faire juste ce que j'aimais, ma passion et chanter, dans certains cadres, en fait, c'était du travail. Parce que moi, c'était genre comme manger, comme tout ça. Et donc, je me disais pas, tiens... je tourne un clip, mais je dois être payée. Pour moi, j'étais tellement contente que... Et en fait, beaucoup de fois, les gens se cachent derrière le fait que ce soit des médias musicaux ou autres. Enfin, c'est très flou et c'est une grande question qui m'anime beaucoup parce que je suis encore en train d'apprendre et... voilà, je suis pas très concise dans ma réponse, ni très. J'ai pas une réponse encore définitive, mais en tout cas, je pense que c'est important aussi pour sa valeur d'être rémunéré, même si c'est de l'art. Bien sûr. Et je trouve que c'est hyper dur aussi de connaître sa valeur financière en tant qu'artiste, parce que c'est quelque chose que, en tout cas, quand on met un peu de cœur dans ce qu'on fait, la valeur financière doit pas être présente. Et je pense que, comme tu disais, Morgane, en fait... Pardon ? Il faut être entouré, ouais. C'est ça, il faut être entouré. Ouais. Et c'est très compliqué de mettre une valeur sur ce que tu fais quand, dans le processus créatif, il n'y a pas du tout ça qui rentre en jeu. Ouais, c'est clair. Comme tu dis, c'est important d'être entouré parce que nous, il y a tellement de biais par lesquels on peut gagner de l'argent et en même temps, c'est pas comme quelqu'un où à la fin du mois, t'as... Ouais, bien sûr. En fait, c'est tellement flou que s'il y a tellement de gens qui rentrent en compte, que faut être entouré, c'est clair. C'est très vertigineux, c'est très irrégulier. Puis il y a aussi un truc où, à la fin, ce à quoi tu travailles, c'est toi en fait. Et du coup, moi je sais que par exemple, ça m'arrive très souvent d'avoir des moments où je n'ai pas du tout d'argent. C'est juste que
à côté de ça, il y a ces espèces de paradoxes où tu mènes, entre guillemets, une vie de rêve parce que t'es invité à des super soirées, t'es dans des super hôtels, t'es dans des super taxis, mais à côté, t'as pas une thune si tu veux aller prendre le métro. Enfin, moi, c'est vraiment des situations de grand écart de l'extrême qui me sont déjà arrivées, à voir vraiment cette espèce de vie de luxe avec le frigo vide. Et en fait, il y a très vite quelque chose où aussi, en tant que personne exerçant ses professions, quand tu ne gagnes pas un copec, tu te dis, mais en fait, c'est parce que je suis nulle, enfin, je suis pas légitime et tout. Et je trouve que notre estime de nous-mêmes peut aussi beaucoup être conditionnée à ces chiffres-là qui tombent ou qui ne tombent pas parfois, quoi. Donc, voilà. C'est la fin. C'est une grande question. Ouais, mais non, mais c'est... Enfin, parce que tu vois... Enfin, là, on le sait que, par exemple, tous, on est obligés aussi de beaucoup passer sur les réseaux sociaux et ça rejoint aussi cette question des likes. Il y a des gens qui font un travail très qualitatif, mais qui sont moins contactés que d'autres parce qu'ils n'ont pas autant d'abonnés. Je le vois jusqu'à... moi, j'ai des potes journalistes qui se sont mis à fond sur Instagram parce qu'il faut maintenant, même en tant que journaliste, donc on est quand même sur des métiers qui sont moins artistiques, prouver que tu as X milliers ou dizaines de milliers d'abonnés pour que tu sois vu comme quelqu'un de légitime. Et en fait, tous ces trucs-là de likes, d'argent et tout, je trouve que ça rejoint un grand truc qui est à combien je chiffre, quoi. Ouais, puis il y a une starification de tous les métiers, en fait. C'est-à-dire qu'on ne te contacte pas seulement pour ton talent, pour tes compétences, mais pour le nombre de personnes que tu peux réunir avec toi, pour les communautés que tu as autour de toi. Et ça participe à la starification, notamment, qui peut être problématique dans les milieux militants, par exemple, où en fait... À qui le dis-tu ? Voilà. Mais du coup, tous les métiers deviennent des métiers qui doivent se starifier sur les réseaux, qui doivent avoir des communautés autour de soi pour pouvoir travailler. Et je pense que autant quand on est acteur, que quand on est chanteuse, que quand on écrit, que ça devient... c'est une tyrannie, quoi. C'est vraiment une tyrannie. Si tu sais pas jouer ce jeu social, si tu sais pas jouer le jeu de l'image, t'es hyper pénalisé alors que tu peux être extrêmement brillant. Et il y a ce truc aussi de savoir dans nos carrières où en plus il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément très à l'aise socialement qui viennent. De devoir en plus être très fort en networking et compagnie. Exactement. Ouais, c'est des métiers différents en fait que le métier que tu peux exercer à la base. Enfin, être fort sur les réseaux et se vendre et savoir être public, etc. Mais tu le chantais ça d'ailleurs dans une chanson aussi. Ouais. Mais ouais. Enfin non, cette chanson, elle me, tu vois, c'est comme un vieux tatouage. J'ai plus trop envie d'en parler. Mais en vrai, oui. Je le chantais. C'est un autre truc et aujourd'hui, on te demande d'être tout à la fois. Et je pense à nous tous ici. Toutes et tous, pardon, et ça rend ouf parfois. Mais ouais, vraiment, c'est tout devoir être à la fois, alors que c'est pas du tout la vocation qu'on peut avoir initialement. Enfin, c'est vraiment... c'est compliqué, quoi, de devoir toujours jouer ce jeu social, alors que parfois, t'es en prise à la création qui est hyper deep, et c'est difficile de tout concilier. Et tout de suite, sur Move, on va avoir le plaisir d'avoir... comme souvent, chaque semaine, une chanteuse exceptionnelle qui va nous faire un live. Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup qui arrive. Janie, tu vas nous interpréter quoi ? Je vais vous chanter Jimmy. Pourquoi tu as fait ce choix ? Parce que comme je savais qu'on parlait du tatouage, je me suis dit à quel moment dans une de mes chansons il y a un rapport avec le tatouage. Et il se trouve que dans le premier couplet, je dis « Bleu tatou cœur, maman forever ». Et c'est une chanson qui parle d'un homme que j'imagine très bien avec un tatouage un peu passé de maman écrit dans un cœur et une flèche, etc. Et je me suis dit que c'était un bon moment pour chanter cette chanson et qui, moi, qui représente peut-être un mec de la campagne très tatoué. Ok. Ouais, je sais pas. C'est comme ça que tu le visualises. Ouais, moi, je sais pas, c'est un peu, tu sais, l'oncle de la famille, mais c'est parce que je viens de la campagne, donc c'est peut-être un peu pour ça. Mais Jimmy, c'est une histoire, je crois que tu t'aimes bien cette chanson aussi, et j'en parle très mal. Heureusement qu'il y a des journalistes. Tu en parles très bien. Mais voilà, il y avait tatou dans la chanson, je me suis dit, je vais choisir celle-ci. C'est un très beau choix, merci pour celui-ci. Et tout de suite, on t'écoute sur Move. C'est Janie qui nous chante Jimmy. Jimmy, il a ce petit côté loser, cette mine de vainqueur. Sous ses airs de triste bandit se cache un bleu tatou cœur, maman forever.
Mais moi quand je le vois, je sais qu'il y a quelque part dans ses maladresses beaucoup de tendresse. Mouché par la vie, Jimmy. Tout le monde se fout de lui, de sa vie, Jimmy. Et quand il est seul dans ses nuits, Jimmy, tes rêves d'infini paradis, Jimmy. Très connu des bars, des buvettes. Allez viens on se reprendrait bien, rien qu'une anisette. De toute façon la vie ça vaut rien. Alors autant noyer le chagrin dans l'eau jusqu'à main. Mais moi quand je le vois, je vois ce que les autres ne voient pas. Son état d'ivresse, sa PLS. Mouché par la vie, Jimmy. Tout le monde se fout de lui, de sa vie, Jimmy. Et quand il est seul dans ses nuits, Jimmy, à tes rêves d'infini paradis, Jimmy. Il sonne comme une chanson sur nostalgie, comme une chanson faite pour lui. Jimmy, tout le monde se fout de lui, de sa vie, Jimmy. Et quand il est seul dans ses nuits, Jimmy, tes rêves d'infini paradis, Jimmy. Mais tu sais, t'es pas tout seul ici. Eh bien, écoutez, cette émission touche à sa fin, à mon grand désarroi, parce qu'on aurait pu parler encore pendant 2 heures, je pense. Mais peut-être que vous auriez éteint vos radios. Donc, écoutez, je vais vous laisser aller vous coucher, parce qu'il fait nuit, je pense, hors du studio. Je vais laisser le mot de la fin, vraiment en 20 secondes chacun, à mes invités. Si vous voulez annoncer quelque chose, dire un petit mot ou annoncer vos prochaines actus, notamment vos livres qui sortent. Morgane, je me tourne vers toi d'abord. Oui, alors si vous avez envie de pleurer, vous pouvez vous procurer mon dernier carnet d'écriture qui s'appelle Le Club des larmes et qui propose 58 défis d'écriture pour renouer avec vos larmes. Maxence, je me tourne vers toi. Alors, j'adorerais, mais toutes les actus que j'ai en ce moment, je ne peux pas les dévoiler, malheureusement. C'est terrible. Il fait un grand teasing. Ouais, c'est top secret. Très, très gros teasing, mais ce sera annoncé. Mais ce sont dans de les semaines belles à venir. actus qu'on peut attendre. De très belles actus, ouais. Bah écoute, ça fait plaisir. Janine, qu'est-ce que tu peux annoncer? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la création, moi, je rentre dans la phase dont tu parlais tout à l'heure, Morgane, de la grotte. Voilà, moi, je compose mon nouvel album, donc c'est vrai que c'est des phases où il n'y a pas d'actu et tout est perso et caché et dans moi. Donc, je vous donne rendez-vous. J'avais fait une blague, mais c'était vraiment... Vas-y. Non, j'allais dire dans 10 ans, mais j'espère pas. J'espère qu'il sortira avant mon nouvel album. Voilà, donc... Mais merci en tout cas de ton invitation, c'était trop plaisir, bien. Je suis trop contente. Ouais, merci beaucoup. Je vous remercie très fort tous les trois. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse au son de Move, c'est tout musique après moi. Salut.